Ça fait mal de dire ça, mais au final, être polyvalent partout, c'est un synonyme d'être mauvais partout. En fonction des KT de poids de corps, les performances relatives sur les dips, les tractions, les squats et les muscle-up vont être différentes. Par définition, quand tu essaies d'optimiser un aspect, tu vas perdre sur un autre aspect. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, ça doit être possible d'avoir à la fois la performance et la santé ». Honnêtement, je suis pas convaincu. Pour démarrer une traction vraiment de la portion basse, le pectoral il a quand même un rôle qui est primaire. Hein. Honnêtement, tu prends un squat, une barre haute, sans genouillère, sans ceinture, sans rien, tu vas soulever 30 ou 40 kilos de moins qu'un barre basse avec genouillère, ceinture et tout. Pourquoi tu deviens plus fort quand tu soulèves lourd ? Bienvenue sur le podcast. Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on va continuer la série qu'on a lancée dans le dernier épisode. Je crois qu'on avait fait un petit peu sur l'analyse des sports. Ça a intéressé pas mal de monde. C'est vrai qu'on a eu des retours sur le dernier, sur cette nouvelle série. C'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. L'analyse des sports et puis derrière la réflexion, derrière cette analyse sur comment on peut organiser la prépa physique par rapport à cette réflexion. Aujourd'hui, tu l'as sans doute vu sur le titre, mais on va parler du street lifting. C'est un sport qui est un peu en émergence. C'est vrai ces dernières années, tu vois, c'est assez récent quand même ce terme de street lifting. C'est assez récent comme sport. On va détailler un petit peu ce que c'est. Et puis derrière, on donnera un petit peu comment nous on voit la prépa physique derrière tout ça. C'est un peu, on en parlait juste avant le podcast, un petit peu un cas à part par rapport, tu vois, on parlait dans le premier épisode de course à pied et de demi-fond. En fait, la plupart des sports, la prépa physique est dissociée vu que tu essaies de te préparer pour un sport mais qui n'a rien à voir avec ce que tu fais à la salle. Là, c'est un peu la distinction qu'on va avoir avec le street lifting, comme on pourrait l'avoir en fait en haltérophilie ou en powerlifting ou ces sports-là. C'est qu'en fait, la prépa physique correspond au sport en fait, quelque part. C'est le sport. La prépa physique, enfin non, peut-être pas exactement parce que tu peux utiliser des mouvements qui sont un peu accessoires, mais voilà. C'était dans la finalité en fait, t'es dans la spécificité un peu. Donc ouais, il va y avoir énormément de similarités entre les deux et des fois en fait, il n'y a même pas à parler forcément de quelque chose de dissocié, c'est quelque chose qui est intégré directement dans la pratique parce que c'est la spécificité. Du coup, je suis d'accord avec toi là-dessus. Pour en dire un peu plus sur le street lifting, pour ceux qui savent pas et qui ça parle pas forcément, c'est en gros t'es évalué sur 4 mouvements. Le but c'est de faire un max en compétition sur chaque mouvement, donc soulever le plus lourd sur des dips, des tractions, un squat, un low bar back squat, donc en fait un squat avec la barre sur le dos, basse, ouais. Mais en barre basse, on dit en barre basse, c'est-à-dire qu'elle va être vraiment comparativement à la barre haute, on expliquera un petit peu plus après. Et puis le muscle up. Donc il y a 4 mouvements. Alors il y a 3 mouvements dans le lot où ça va être de la force max, vraiment genre force à vitesse lente, on va dire, dips, traction, squat. Et le muscle up par contre, par essence, c'est un mouvement qui est vraiment explosif, quoi, dynamique. Ouais. Donc là, on verra que ça changera un petit peu. Mais le but, voilà, c'est de soulever avoir le plus gros total sur l'ensemble des mouvements en fonction des catégories de poids de corps. Alors il me semble qu'en compétition, alors moi j'en ai jamais fait, c'est vrai que je m'entraîne un petit peu en rapport avec ça, d'ailleurs je peux en parler un peu de street lifting même si je suis pas dans un objectif de faire des compètes pour l'instant, mais c'est Aubin, d'ailleurs si Aubin regarde la vidéo, champion du monde qui m'entraîne, donc je vois un petit peu de l'intérieur à quoi tout ça ressemble et puis je pratique, mais ouais, je sais pas trop exactement, j'ai pas trop fait gaffe dans les compètes comment ça se passe, mais je crois que c'est 3 essais. T'as 3 essais et puis en fonction des charges que t'as prévu de mettre, c'est croissant et t'as des récup entre chaque essai, tout ça. Ça ressemble un peu à l'haltéro finalement. Et je sais plus par quel mouvement tu commences tout ça, mais en gros c'est mouvement par mouvement en fonction des catégories de squat et tout. Puis après il y a des catégories de poids, je pense que c'est important. Alors les KT, là j'en parlerai pas précisément, moi je connais un peu les KT en haltéro, mais après c'est vrai qu'en street lifting je connais pas trop, mais bon voilà, c'est des KT moins de 85 kg. Il y a une notion de puissance et de force relative au poids de corps qui rentre en jeu, c'est pas comme si c'était de l'absolu comme tu peux avoir dans une discipline où des fois la force ou la puissance absolue elle est plus importante que le relatif, alors que là il y a vraiment une notion de... Ouais, là d'ailleurs
Alors moi je suis pas, on va dire entraîneur streetlifting ou quoi, donc si Aubin m'écoute ou d'autres qui sont vraiment pratiquants de streetlifting ou qui entraînent sur des gens qui sont au niveau là-dedans, le sauront mieux que moi, mais c'est vrai que tu vois en fonction des catés de poids de corps, les, les performances relatives sur les dips, les tractions, les squats et les muscle-up vont être différentes. Je sais que quand tu arrives sur les catés de poids lourds, tu sais, moi je pense à Bucky ou à Ludo qui sont qui sont entre, je sais plus, moins de 93, je sais plus c'est quoi, entre 90 et 100 kilos, mais qui sont quand même des mecs lourds. Ça va être des monstres sur les dips, évidemment, ils vont faire des dips à 150, 160. Ils vont avoir des tractions à 100, 110, 115 ou plus. Des squats à 200, 40, 50, tout ça. Et le muscle up, si, ils sont bien aussi, ils sont dans des 40, 45. Mais par rapport à leur poids de corps, t'as des mecs, je crois au bain d'ailleurs, qui ont moins de 73, qui pèsent 20, 25 kilos de poids de corps de moins et qui font autant, quasiment autant en traction, quasiment autant en muscle up. Pas autant évidemment en squat ni en dips. Mais quoi que les dips, ce sera se rapproche. Je sais qu'au bain. Il y a un plateau. Il y a un plateau sur la charge absolue que tu peux avoir. Ouais. Après, c'est vrai que les malgré les KT, les records sont quand même assez proches. Enfin bon, je sais que les records vraiment du monde, genre de dips et tout, c'est dans les 180 kilos, je crois, un truc comme ça. Mais c'est des mecs qui sont énormes et qui sont. Mais tu prends même Aubin, qui pour le coup est champion du monde, et il a fait 149 au dips avec 73 de poids de corps. Bon bah t'es quand même vachement plus maigre et tu soulèves quand même des charges qui sont pas si éloignées. Donc ouais, mais ça c'est à tenir compte évidemment de la caté de poids de corps, éventuellement de l'athlète et tout. Le focus va pas être le même en fonction des mouvements. Forcément plus t'es lourd et plus peut-être va falloir mettre le focus sur... ça sera confirmé, il y aura peut-être d'autres points de vue, mais sur les muscle-up par exemple, parce que bah tu vois, lui il fait un... Lui Aubin, je sais il a validé à 45 au muscle-up, alors que t'en as qui font 20 kilos de plus et qui font pas plus lourd quoi. Donc d'ailleurs je crois que le record c'est un muscle-up à 50 kilos là. Par un mec qui faisait 80 et quelques, pas en français, je sais plus quelle nationalité c'était. Mais du coup voilà. Donc en gros street lifting, 4 mouvements, dips, traction, low bar back squat et muscle-up. Pour revenir un peu là-dessus sur le squat, bah, c'est un peu comme le powerlifting là où le but c'est de soulever le plus lourd au squat. Donc pour soulever le plus lourd au squat, on prend la variante sur laquelle on peut soulever le plus lourd. Donc il y a plusieurs variantes de squat, mais celle où on est toujours le plus fort, c'est la barre basse, parce que du coup ça redirige la contrainte, ça postériorise la contrainte et tu vas plus soulever en chaîne poste. Donc grand fessier, grand adducteur, enfin on est plus fort ces muscles-là que sur les quadris. Et ils ont tendance à soulever équipés, donc genouillère, ceinture lombaire et tout ça. Maintenant qu'on a vu ça, bah, je pense que le mieux c'est de faire une petite analyse un peu mouvement par mouvement pour comprendre un petit peu ce que ça implique et derrière en tirer des choses sur comment se préparer concrètement, physiquement là-dessus. Ouais, ouais, c'est important d'avoir une analyse des mouvements parce qu'au final, là, l'idée c'est pas de faire une analyse de l'activité comme on l'avait fait sur le dernier podcast sur la course à pied, même d'un point de vue énergétique, c'est vraiment de se dire ok, quel est le mouvement, quelles sont les articulations qui sont impliquées, quels muscles sont impliqués, quelle vitesse de contraction, quel type de contraction. Et voilà, et au moins avoir ce schéma-là de finalité et aussi la charge associée parce qu'il va y avoir de la charge. Et, euh, et faire un peu de la rétro-ingénierie pour se dire quels sont les prérequis pour être capable de performer là-dedans, quoi. Tu veux commencer par les tips? Ouais, ouais, mais c'est vrai que là pour le coup l'analyse va être plus simple. Puis tu vois, tu disais au niveau énergétique, bon là, bon bah Non, c'est purement nerveux, clairement. c'est de l'anaérobie lactique, Comme on dit. comme on dit, mais Après, il y a peut-être. Ah ouais, je sais pas comment ça se passe. Moi, je suis pas de ce sport-là. J'ai fait de l'escalade, donc après, il y a quand même de similarités. Puis il y a aussi des parallèles qu'on peut faire sur, en tout cas, l'entraînement et la préparation physique. Mais si peut-être il y a peut-être assez éloignée, tu vois, mais il y a là aussi la capacité de réitérer différents entraînements, de densifier l'entraînement sur une semaine, même sur l'échelle d'une semaine, et ça peut aussi influencer la performance du jour J. Après, s'il y a plusieurs essais, etc. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de dimension énergétique, c'est que proportionnellement, elle est infime par rapport à la demande, on va dire, purement nerveuse et
et anaérobie. Après, tu vois, même ça, je pense que ça intéressera les gens aussi. Pourquoi pas avoir son point de vue là-dessus. Mais il y a toujours cette question de, tiens, dans les sports de force, parce que typiquement, on est dans un sport de force, là, et d'explos, de puissance liée au muscle-up plutôt, mais que ce soit, tu vois, l'haltéro, le powerlifting, ou même ça, le streetlifting, où le but, finalement, c'est de soulever les charges les plus lourdes possibles sur des mouvements précis. Évidemment, on est sur du nerveux, du neuromusculaire, mais est-ce que, ça c'est toujours la question, est-ce que ça n'a pas une pertinence d'entraîner aussi des qualités d'endurance fondamentale, tu vois, parce que vu qu'on sait que les stocks de PCR, de phosphocréatine sont remétabolisés par le système aérobie, du coup, si tu as un système aérobie éclaté, tu récupères moins bien, et pour mieux récupérer, pourquoi pas avoir une base. C'est une question qui est... Puis après, il y a plein de choses, il y a aussi la gestion des stocks énergétiques, de glycogène, etc., qui peut être influencée un peu par l'entraînement, basse intensité, etc. Mais en fait, c'est une question qui est tellement large. Je dirais, si vraiment on s'intéressait sur la performance le jour J ou quoi, c'est insignifiant. Il n'y a aucun besoin, on va dire, de développer. Après, c'est tout l'entraînement en amont, j'ai même envie de dire la capacité de charge globale entre les séances, le tonnage, si on peut appeler ça comme ça, que tu es capable d'accumuler sur une séance. Après, après, la question, ça va être aussi le retour sur investissement, parce que en fait, moi, je me dis, à chaque fois que tu ajoutes quelque chose, faut en enlever à un autre endroit, par définition. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, tu peux pas maximiser le bénéfice sur la portion, on va dire, anaérobie, nerveuse, etc. Et que tu mets tes billes autre part. Alors après, ça peut être faire 2 pas en arrière pour en faire 3 pas en avant après. Mais ouais, sur des disciplines qui demandent vraiment des temps ultra courts comme ça, et une demande nerveuse hyper intense, je suis pas réellement sûr de la pertinence, à part très très loin des échéances. Après, il faut voir aussi l'empirisme, l'anecdote. Il y a peut-être des athlètes qui le font et qui voient des bénéfices. Là, à première vue, j'ai quand même eu du mal. Et après, moi, je connais le sport, par exemple, sur l'escalade, etc. Et en vrai, les meilleurs grimpeurs, ils sont exposés à l'escalade. Ils sont exposés à l'entraînement de force, mais ils font rien d'autre. Oui, voilà, c'est sûr que de toute façon, si tu regardes les meilleurs, bah, ils ont pas l'air de faire ça, donc tu te dis c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Après, il y a aussi, voilà, c'est... Là, je parle vraiment de l'accent purement performance. Parce que là, c'est ça dont on parle, hein, c'est de soulever la plus grosse charge. Et après, ça veut pas dire que tu optimises forcément tout le reste. Ça veut pas dire que ton système aérobie est super performant, que c'est bon pour la santé, etc. Là, on parle vraiment de performance. Et la performance, par définition, tu flirtes pas tout le temps avec tout ce qui est optimal d'un point de vue de santé, etc. Mais ouais, s'il y avait vraiment une question sur la performance, ouais, moi j'aurais tendance à dire que ça fait pas grosse différence. Pas grosse diff. Après, voilà, peut-être pour ceux qui nous écoutent, ça peut être intéressant, tout dépend effectivement. Déjà, je sais que pour concourir en streetlifting, c'est pas évident, je crois qu'il y a quand même des minima qui sont super élevés. Tu vois, même moi, je dois avoir un dips à 90, c'est ridicule, je pourrais jamais concourir, tu vois. Je sais plus exactement comment ça s'organise, mais c'est super chaud déjà de faire des compètes là-dedans. Après, suivant même ceux qui font des compètes, combien il y a d'échéances dans l'année, je pense pas que c'est des sports où il y a. Enfin, tu vois, c'est pas un sport co, tu vois, il n'y a pas de échéances toutes les semaines. Donc ouais, peut-être que loin des échéances, tu peux éventuellement organiser ça, mais est-ce que ça fait une grande différence? C'est peut-être plus sur l'aspect vie quotidienne à côté, parce que c'est vrai que c'est des sports où t'es très fort au final, mais après, t'es pas forcément à l'aise pour des trucs de la vie de tous les jours, quoi. Genre, ouais, après, c'est là où il faut vraiment nuancer performance et juste, enfin, entre guillemets, faire du sport, tu vois. Là, on parle vraiment de est-ce que tu es capable d'aller chercher le dernier pourcent, est-ce que tu es capable d'exprimer une performance qui est maximale à un moment très précis. Et du coup, bah, au final, c'est la spécificité. Et des fois, forcément, enfin, par définition, quand tu essaies d'optimiser un aspect, tu vas perdre sur un autre aspect. Si par exemple tu veux être meilleur en endurance, bah, si tu t'exposes à l'endurance, tu vas perdre un peu en force max. Bah ouais, mais c'est normal, c'est le pari. C'est vrai. Et en fait, tu sais, après il y a la grande mode de l'hybride un peu là. Et en fait, L'hybride, être polyvalent partout. être polyvalent partout, et en fait pour moi, c'est être polyvalent partout, c'est un synonyme d'être mauvais partout. Ça fait mal de dire ça, mais au final, j'ai l'impression que si t'essaies. Il y a un mec là qui a rien à voir, mais il y a un mec qui a un physique de ouf.
qui a fait le tour de l'Angleterre ou je sais pas quoi à la nage. Ah, mais c'est. Je sais plus, mais il a un physique de ouf. Russell, je sais plus comment. Mais putain, il a un physique. Ouais, après, je pense que c'est pharmacologiquement aidé, on va dire. Mais... C'est aidé, bien sûr. Mais c'est fou quand même parce qu'il a des qualités. Oui, il a des qualités. Là t'es hybride. Hein. Oui, mais après, c'est par rapport au profil de l'athlète. Tu dis, ok, imaginons qu'il arrive à tracter avec 60 kilos au baudrier. Mais comparativement, par exemple, à un gars qui fait de la compétition en street lifting, 60 kilos, c'est de Ah bah non, c'est rien. Et du coup, c'est de se dire, ok, t'es hybride, ça veut dire que t'es entre guillemets bon partout, ou très bon partout, mais t'es pas excellent dans un domaine. Jamais excellent dans un Et du coup, ça veut dire que, oui, être hybride, enfin, moi, voilà, je peux courir vite, je peux soulever lourd, mais du coup, par définition, je suis pas capable de soulever très très lourd et je suis pas capable de courir très très vite. Donc en fait, c'est à un moment donné, quand tu parles de performance, c'est comment tu veux maximiser un domaine tout en. Faut faire ça, c'est tout. Ouais, non mais après c'est la réalité, et on dit pas que c'est bien pour la santé, machin ou quoi, mais c'est juste que la performance, forcément tu perds autre part, quoi. Si tu veux optimiser un aspect, tu perds autre part. C'est un truc à rappeler aux gens aussi, je pense, c'est vraiment de se dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes puis peut-être qu'on est passé par là aussi, tu vois, se dire, ah, ça doit être possible d'avoir à la fois la performance et la santé. Honnêtement, je suis pas convaincu. Et moi, tu vois, je vois beaucoup d'athlètes dans les sports de force. Ils sont déglingués de partout. Franchement, tu sais quoi? Je vois encore, j'ai regardé Sheffield là, la compète qu'il y a eu là en Angleterre là, il y a quelques jours, j'ai vu le live là. C'est un powerlifting, rien à voir, mais je regardais un peu vite fait le live. Sheffield où genre en gros c'est que les champions du monde de toutes les catégories de poids de corps qui s'affrontent pour élire un, tu sais, c'est un peu comme Hunger Games, tu vois. Et pour élire le champion des champions, tu vois. Et en fait, genre, t'entends les commentateurs, ils disent, ouais, lui, il était injured, ils sont tous blessés, tu vois. Non, mais oui. Ils sont tous, tu sais, ils soulèvent des 300 kilos au squat, mais ils ont tous mal au dos, aux genoux, ils ont mal partout. C'est Lane Norton, là. Ouais. Lane Norton, BioLane, qui est assez connu dans l'industrie du fitness, de l'entraînement, etc. Il est dézingué, enfin, Il fait des squats, il fait des séries genre à 260 RPE5, mais le mec, il a mal partout, quoi. Oui, donc après, je pense qu'il y a quand même... Enfin, à un moment donné, si tu cherches la performance, c'est pas toujours très très bon. Et ça veut pas dire que tu optimises le côté aérobie, par exemple. Non, bon, donc du coup, déjà, on balaye. Si tu veux être performant, sans chercher, pour le coup, l'aspect santé, l'aspect jeûner pas mal. Enfin, à un moment donné... Je sais pas, mais tu vois, si quand tu fais des squats à 200 et quelques, t'as forcément mal quelque part, tu vois. Enfin, moi, de mon point de vue, je me dis, c'est chaud quand même d'arriver à un certain niveau. Après, c'est le haut niveau, hein, par d'avoir mal nulle part. Tu finis, là, je suis en train de repenser, mais par rapport au fait que pour moi, l'hybride, ça n'a pas trop de sens. Mais si tu prends l'épreuve du décathlon, là où tu fais toutes les disciplines de l'athlétisme, tu prends un Kevin Mayer, par exemple, qui est extrêmement. Ça, c'est l'hybride par essence. Qui est extrêmement fort. Mais en fait, tu vois qu'il se spécialise quand même. Par exemple, tu sais qu'ils vont finir, je sais plus c'est quoi, c'est un 400 mètres la dernière épreuve, il me semble. Et après, avant, t'as le javelot, t'as le lancer de poids, t'as le marteau, etc. Et en fait, tu vois même dans leur entraînement qu'ils focalisent quand même beaucoup sur tout ce qui va être neuromusculaire et des efforts très intenses. Du sprint de 100 mètres qui dure au final 11 secondes jusqu'au lancer de poids, quelque chose qui est très nerveux. Et tu les vois courir sur un 400 mètres et ils sont au taquet. En fait, ils sont pas... Même sur le décathlon, t'es obligé de te spécialiser sur une branche qui est plus nerveuse, plus effort court, etc. Et tu mets de côté le reste, enfin un peu le reste, parce que à un moment donné, tu finis par trouver des limitations. Donc ouais, être hybride, je crois pas trop, mais... Ouais, tu vois, c'est pareil, la mode de l'hybride, c'est un truc assez récent. L'athlète hybride, j'avais bien aimé la vidéo, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais ou tu sais, genre la définition même d'un athlète, si tu reviens genre aux Jeux Olympiques de l'Antiquité, enfin tu vois, le décathlon, l'origine de tous ces trucs là, c'était déjà quand t'étais un athlète qui fait de l'athlétisme, pour le coup, par essence, dans la définition, t'es déjà hybride. Donc en fait, tu courais, tu lançais, et puis voilà. Donc dire athlète hybride, au final, c'est une redondance, tu vois, tu dis deux fois la même chose. Non, puis hybride, c'est vraiment une mode, quoi. Alors, ouais, c'est hybride, c'est pour dire, après, on se comprend, tu vois, ça veut dire en gros, voilà, je fais un marathon, j'ai un beau physique, et je sais soulever lourd, et je sais tout faire, tu vois, et je sais nager, et je fais du vélo, enfin, bon, les crossfitters, quoi. Non, mais c'est bien, après, en vrai, c'est honorable, et puis c'est dur de faire tout ça, quoi. Ça demande un investissement de fou. Ouais. Mais
Mais ouais, bon, revenons au strict lifting. Ok, ouais. L'aspect performance, déjà, voilà, faut déjà oublier, on balaye un petit peu cet aspect endurance. C'est pas la priorité, on va dire. Parce que c'est vrai que tu dis, ouais, je vais faire de l'aérobie, machin, pour mieux récupérer. Ouais, mais du coup, tu te mets des séances d'aérobie. Donc en fait, au lieu de récupérer, t'induis de la fatigue dans des trucs où t'aurais pu ne pas en induire. Ça, c'est Donc, ça, c'est un gros débat. Je veux récupérer, mais j'induis entre guillemets. Pour moi, je vois ça, j'induis une déplétion glycogénique quand même, tu vois. C'est-à-dire que je veux récupérer, du coup, je fais de la basse intensité, du coup. Et puis au-delà de la déplétion glycogénique, tu sais, les mécaniques de fatigue, il y en a plein. Et en vrai, tu sais, c'est comme toujours, pour moi, les protocoles de récup actif, tu vois, c'est vaste sujet. Mais tu sais, les gens qui disent, tiens, en fin de séance, je vais faire une demi-heure de vélo, machin, enfin, en mode, bah, fais rien, quoi. Enfin, perso. Oui, je suis d'accord. Fais rien, tu te rajoutes juste un truc, tu vois. Ouais. Moi, c'est vrai que j'avais vu la fatigue plutôt du. Là, on peut faire le lien avec le street lifting pour le coup, sans pour autant rentrer dans les détails des mécanismes de fatigue, mais il y a beaucoup de choses. Parce que finalement, la fatigue, ça va réduire le recrutement des unités motrices dans le cerveau, à la base même, dans le cortex. Référence. Et donc, ça, il y a plusieurs niveaux. Il y a la fatigue, évidemment. Supraspinal, donc quand on dit spinal c'est la moelle épinière, mais supraspinal c'est directement des mécanismes liés au cerveau, donc tu envoies moins d'afflux nerveux et tout. La fatigue spinale, c'est genre la moelle épinière elle se désensibilise à l'électricité littéralement, au potentiel d'action que tu envoies. Et après il y a la fatigue périphérique, quoi, vraiment musculaire, avec les aspects métaboliques. Voilà, la dépolarisation, les ions calcium, les ions sodium, potassium, bref, et tout ce qui est les enzymes, les trucs, les ions H+, tout phosphate inorganique. Bref, sans rentrer dans tout ça, mais il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent induire, si on veut, un peu une perturbation dans tout ce couplage excitation-contraction et dans toute cette machinerie du cerveau jusqu'aux muscles. Et du coup, ça, de toute façon, c'est important quel que soit le sport. Mais ouais, à partir du moment où tu te rajoutes des trucs en plus que tu aurais pu juste ne pas les faire, en fait, tu te rajoutes de la fatigue, qu'elle soit à niveau supraspinal, spinal ou périphérique. Et du coup, c'est une charge en plus de laquelle il faut récupérer. Donc voilà. Rentrons un peu dans les détails. Je vais commencer par les dips. On chapitrera un peu, je pense, le pod là, parce que dans tous les sens. Les dips, bon, bah, mouvement simple, hein, on est sur des barres parallèles qui sont censés être bien stables. Et en gros, le mouvement, c'est flexion de coude, extension d'épaule, et on revient. L'idée, c'est d'être fort. J'ai mis sur 90 à 100 degrés de flexion de coude et extension d'épaule. Après, au niveau des muscles qui sont impliqués, triceps, delto antérieur, pectoraux. Ouais. Principalement, après, effectivement, il y a toujours. Si on rentre dans les détails du street lifting, et pour m'y être mis et me faire coacher là-dessus, tu te rends compte que même le dips, c'est super technique. Le placement des poids et tout entre les jambes, le positionnement, enfin bref, comme dans tout quand on va dans les détails. Mais sans rentrer là-dedans, ça c'est plus les aspects techniques du sport. Pour rester dans l'aspect prépa physique, c'est sûr qu'il va falloir bouffer du dips. Déjà, spécificité, il n'y aura rien de mieux pour progresser. Et au-delà de ça, après, on va en reparler après, mais côté prépa physique, pour moi, il y a deux approches. Tu vois, il y a je fais le mouvement, et il y a je prends les composants du mouvement, et je les améliore, tu vois. Donc après, tu peux faire du travail accessoire, évidemment, sur les muscles impliqués, donc des trucs qui, des fois, ne sont pas en rapport direct, mais renforcer tes triceps, tes deltoïdes, tes transfert direct sur le mouvement. Les tractions, tu vas en parler un petit peu des tractions? Je vais lire tes notes. Tu vas lire ma note. Alors attends. Bah déjà je pense on mettra une vidéo de la traction. Enfin je pense que la plupart des personnes même qui nous écoutent ils savent quand même un minimum en quoi ça consiste. Ouais, ça va solliciter les dorsaux forcément, biceps, brachial aussi. Brachio-radial. Brachio-radial, ouais. Parce que c'est de la pronation. Là. Ouais, oui, c'est pronation, ouais. Ouais, du coup, c'est quoi le moyen mnémotechnique pour pronation, pour que les gens
Ouais, parce que pour rappel, pour ceux qui savent, enfin qui sont pas trop au fait de ça, mais si tu fais une traction en supination, pour le coup, t'es quand même vachement plus sur le biceps brachial. Ouais. Mais même si tu auras toujours du brachial, euh, vachement moins le brachioradial quand même, mais tu vas moins les recruter, alors qu'en pronation, tu vas plus De les toute façon, recruter. on le voit même visuellement en fait. Ouais, Quand on visuellement, rentre vraiment. tu le vois. Le grip énormément. Et aussi les pectoraux. sur, sur la fin du mouvement. Ça, j'avais fait un Non mail mais là-dessus, je crois que les gens avaient pas en compris. vrai Mais... c'est hyper important parce que là je vois dans la note que tu as mis aussi plan frontal et sagittal mix des deux. Ah ouais, ça c'est. Alors, ça c'est vraiment. Pour le coup, là. Tu vois, avant de me faire coacher par Robin, j'aurais pas pensé pareil. Mais c'est vrai que c'est un peu le mouvement des tractions tel il est fait, et lui il me coach un peu là-dessus. Mais en fait, si tu veux, le départ de la traction, c'est un peu genre sagittal, genre avec les coudes face à toi, et tu commences à tracter comme ça. un torque. Et quand plus tu montes dans ta traction, et plus tu vas partir les coudes sur les côtés, tu vois. Ouais. Donc t'es un peu entre les deux. C'est pas, vas-y, j'ai une prise Et ça large et c'est full. hyper intéressant parce que ça veut dire que si tu serres les coudes au début, Un du coup meilleur torque bah sur les dorsaux. ouais, et même et surtout t'engages à mort les pectoraux quoi. Aussi. Parce que tu fais une adduction en fait. Ça, quoi que les gens disent, parce qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Non mais ça Mais... c'est. Mais non ouais, ils sont pas d'accord avec Et ça. puis triceps aussi, du chef long. Ouais, oui clairement ouais. Chef long du triceps, qui a un bon bras de levier, surtout quand les bras sont complètement secs, quand les bras au-dessus de la tête en traction et que tu pars de là et que tu commences à tracter. Mais tu le Le sens. chef long du triceps, le grand dorsal évidemment, et même la partie costale des pecs, costale abdominale, la partie basse, le chef, enfin la partie basse du pec, qui, alors évidemment, ça, moi j'avais fait une vidéo là-dessus qui disait, un réel, qui disait que les tractions travaillent les pecs, tu sais, on m'avait dit oui, mais enfin, Ouais. c'est comme tu fais un développé couché et que tu sais, tu fais un leg drive et Ouais. que ça travaille les quadriceps. Non, mais c'est quand même parce que pour démarrer et pour démarrer une traction vraiment de la portion basse, le pectoral il a quand même un rôle qui est primaire. Hein. Donc c'est pas genre juste pour faire style le dire dans une vidéo, c'est que c'est vraiment un facteur qui est hyper important. Et je pense que tout le monde peut le voir quand principalement en prise neutre, parce que par définition quand t'es en prise neutre, tu commences à revenir dans le plan sagittal. On essaiera de mettre des photos, mais si tu te mets si tu prends une barre, même à un bras ou à deux bras, et que tu te mets en prise neutre, tu vas le sentir que le pec il est activé. Hein. Puis Surtout tu le si vois en mets fait, hein. attention, ouais. Si tu prends quelqu'un qui fait une traction, tu torse nu. Ouais. Bon, après, il faut pas prendre quelqu'un peut-être qui est un peu trop skinny, mais, Ouais. mais tu vois que le pec est engagé. Donc après, on va dire oui, mais c'est mineur, etc. Mais ça, c'est un rôle. Et au Ah, final, c'est quand tu mineur pour la vois, traction. tu vois même. C'est pas mineur du tout. Bah non, parce que quand tu cherches à performer sur la traction, et donc à soulever le plus lourd possible avec du lest en plus de ton poids de corps, et là, pour le coup, en street lifting, t'arrives quand même sur des tractions, des mecs qui pèsent 70 kilos et ils tractent 100 kilos, tu vois, de lest, en plus de leur poids de corps, donc il y a 170 à tracter, en gros, pour prendre l'exemple. Mais là, chaque détail joue. Tu vois, donc au final, le fait que tu commences à tracter avec les bras dans le plan sagittal, pour rappel, le plan sagittal, c'est quand on regarde quelqu'un de profil sur le côté et le mouvement a essentiellement lieu comme ça quand on regarde de profil. Après, quand on dit les coudes sont dans le plan sagittal, du coup, ça bouge essentiellement comme ça. Et quand on est dans le plan frontal, c'est qu'on les remet sur les côtés. Du coup, si on regarde de côté, il se passe pas grand chose, mais par contre, de face, Ouais. dans le plan frontal, voilà. On aura qu'à mettre une image des plans frontal, transversal et tout pour ceux à qui ça parle pas éventuellement. Mais l'idée, ouais, c'est d'avoir une prise entre. La prise, elle est pas la même sur un muscle-up, on y reviendra pas, mais généralement, muscle-up, c'est une prise, je sais, à largeur d'épaule à peu près. Bah, pareil. Encore une fois, c'est comme le départ de la traction, où au final, tu pars en plan sagittal. Mais le but, c'est d'avoir le meilleur torque, la meilleure production de force sur le départ. Parce que dans le plan sagittal, tu vas aussi engager triceps chef long, partie basse du pec, et d'autres muscles qui, même s'ils ont un rôle mineur, vont participer au mouvement et aider, et puis même le grand dorsal aussi. Donc tout ça, ça va être plus explosif, et quand tu arrives sur de la traction, tu es plus en plan frontal pour le coup. J'ai les muscles impliqués, on l'a dit, tu l'as dit, le côté biceps, brachial, brachioradial, tout ça, grand dorsal. J'ai mis trapèze aussi un peu, des rotateurs évidemment, tout ça, ça stabilise. C'est des synergistes, on va dire. Fort sur. Ouais, t'avais mis ça sur 120 degrés de flexion du coude.
110 à 120 degrés de flexion des coudes. Ah, c'est un peu technique. Flexion des coudes et abduction verticale des épaules. L'abduction verticale, c'est toujours un peu technique à comprendre, mais tu sais, moi je vois l'adduction horizontale, c'était là, on va dire, en gros, tu es à 90 degrés de flexion de l'épaule, et l'adduction horizontale... Tu croises la ligne médiale du corps. Tu croises la ligne médiale du corps, mais en allant vers là-dedans, donc du coup dans le sens de l'adduction, mais horizontale, mais tu as déjà un certain degré de flexion, et l'abduction horizontale, c'est quand tu cherches à aller loin de la ligne médiane du corps, mais en ayant déjà une flexion engagée. De toute façon, ça revient quand tu fais un développé couché ou quoi, tu es sur de l'abduction horizontale finalement. Mais l'abduction verticale, du coup, c'est plutôt quand tu lèves le bras comme ça et que tu vas vers de la flexion. Du coup, moi, ce que je vois quand je dis 110-120 degrés d'abduction verticale, pour moi, ça, c'est quand je mets le bras comme ça sur le côté, c'est par rapport au tronc, 90 degrés d'abduction verticale, donc 110-120, je suis à peu près par là. C'est un Y en fait, pour que les gens se le visualisent. Mais en partant, là pour moi le 0 degré il est là-haut du coup, et quand je vais jusqu'en là, je suis à peu près, enfin, après c'est pas très précis, je dis 120 mais c'est peut-être un peu plus, un peu moins, bref ça va dépendre des gens, de la largeur de la prise et tout aussi. Mais tu vois, ça c'est des détails un peu bioméca qui permettent de comprendre. Puis après ceux qui creusent tout ce qui est les bras de levier interne des muscles en fonction des machins, tout ça, bref. Mais voilà, en gros, il s'agit d'être fort sur ça, parce que c'est important de préciser quand on analyse un mouvement. Je pense que tu vois, il faut comprendre, ok, c'est un mouvement excentrique, concentrique. Ok, il faut être fort en dynamique, en excentrique, concentrique. Là, pour le coup, les tractions, tu commences par un concentrique, donc faut du RFD, tu vois, faut être explosif là-dessus. Bon, l'excentrique, c'est pas très important, parce que pour le coup, vu que c'est une rep max, tu te laisses retomber, et puis voilà. C'est de la force concentrique, là, pour le coup, on va dire. Même si, à mon avis, en bas, genre avant de démarrer le mouvement, je sais qu'ils sont ultra stricts, que la technique est nickel, qu'il doit y avoir aussi des critères avant de démarrer le mouvement, j'imagine. Mais à mon avis, t'as quand même un petit... T'as quand même une excentrique, parce que quand tu redescends ta traction, c'est pas en mode je descends et je relâche, tu vois. Même au départ, avant le... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu de plio. Il y a un dead stop, Ouais, mais du coup, c'est pas du concentrique pur, tu vois. Genre, t'as quand même un étirement raccourcissement, non? Mais je crois qu'il y a des règles là-dessus. Après, je connais pas les règles. Je sais, non, mais je les vois. Ceux qui connaissent, ne nous incendiez pas dans les commentaires. Nous ne sommes pas spécialistes du street lifting, j'en sais rien. Mais il me semble, moi, des vidéos que j'ai pu voir, c'est vraiment du concentrique. Ils sont genre sur une box avec les poids pour la traction. Oui, ça, ok. Ils s'accrochent, comme ils prennent la barre. Ils lâchent les pieds. Il y a les poids qui viennent se mettre. Hop, ils viennent serrer les poids entre les pieds. Et donc ils sont en dead stop vraiment, et après on leur dit top pour quand ils ont le droit de commencer à tracter. Après le top, tu vois. Est-ce que genre Ah, tu veux dire ils sont déjà bras tendus, mais genre en gros ils désengagent les scapulas légèrement pour faire une petite plio. Bah ouais, en tout cas moi je vois ça en ground tout le temps, mais après. Je sais pas s'ils font ça. Bah je sais pas, j'ai pas le truc. Bon après, de toute façon peu importe, dans la tête ça reste un concentrique qui est pur. Après s'il y a des stratégies motrices qui se mettent par-dessus. Mais voilà, déjà la traction ça va être surtout un concentrique pur. Ça se rapproche un peu du deadlift quand on y pense. Ouais. Tu pars du sol. Bah là c'est pareil, tu pars d'un dead stop et tu fais ton mouvement. Contrairement au dips pour le coup, où c'est un mouvement à tension d'étirement, donc tu pars d'en haut de ton dips, mais il faut descendre et remonter. Donc tu as un excentrique, concentrique. Ça c'est important de l'analyser aussi. Pour qu'on caractérise le mouvement. Ensuite les squats. Low bar back squat. Donc là on l'a dit, ça tu vois, honnêtement, je sais plus, j'en parlais avec Aubin, après ça va dépendre des gens, mais par exemple tu prends un squat barre haute, sans genouillère, sans ceinture, sans rien, tu vas soulever 30 ou 40 kilos de moins qu'un barre basse avec genouillère, ceinture et tout. Donc évidemment que pour soulever le plus lourd en compète, tout le monde s'équipe. Donc ça c'est important. Le bar back squat, c'est la barre qui est placée sur les trapèzes, mais pas vraiment que sur le trapèze sup. Pas vraiment, c'est vraiment placé entre les, j'allais dire entre les, tu vois, posé sur les deltos postérieurs, tu vois, vraiment plus bas. Il y en a des fois ils la posent tellement bas. J'ai vu en powerlifting au Sheffield à la compète, parce que forcément arrivé à un certain niveau, tu mets de la magnésie sur la barre. T'as même des fois genre des t-shirts grip, ça existe depuis pas très longtemps, ça je crois.
mais où genre il y a du grip pour que ça grippe la barre, cet endroit, ou sinon t'as carrément de la magnésie dans le dos, tu vois, plus sur la barre, pour être sûr que ça accroche bien. Mais j'en ai vu, ils mettaient la barre tellement bas que, en fait, sur la remontée du squat, la barre elle a quasiment limite à tombe de ton dos, tu vois, derrière. Donc ça, faut faire gaffe bien sûr, mais le but c'est vraiment d'avoir la barre super basse, et ce qui fait que quand t'es en bas de ton squat, t'as le buste qui est vraiment... C'est un good morning. C'est un good morning squat en fait. Ouais, t'as le buste qui est presque parallèle au sol, quoi. Et t'es vraiment... Là pour le coup, les muscles impliqués, bah évidemment, j'ai mis ma note, mais j'ai mis le rachis, la colonne vertébrale, tu résistes à la flexion, t'es un peu en anti-flexion. Par co-contraction, je vais pas rentrer dans chaque muscle, parce que là, tous les muscles de rachis. Les principaux. Ouais, bah disons que t'as tous les érecteurs du rachis, sans rentrer, mais les longissimus, les iliocostaux, tout ça travaille bien sûr, parce que ça résiste à la flexion. Donc c'est un espèce d'isométrie yielding le truc. Et après, t'as quand même de la co-contraction sur tous les muscles autour du tronc. Que ce soit évidemment le grand droit, transverse, oblique interne, externe, tout ça, enfin tout est censé être contracté. Et je sais que c'est important parce que j'en fais du squat aussi, mais même si moi pour le coup je m'entraîne pas vraiment en mode low bar, back squat ou quoi, là, je reste vraiment sur du bar haute, sans genouillère, sans rien. Mais quand tu commences à vouloir mettre lourd, on sait bien que tu es obligé d'être de faire gaffe à la respiration, tu sais, de faire du Valsalva. Manœuvre de Valsalva pour stabiliser vraiment au maximum le centre du corps et d'être vraiment dans la co-contraction de tout le centre du corps, quoi, pour vraiment pour irradier aussi sur le bas du corps et produire le plus de force aussi. Il y a tout ça. De quoi ? Les fessiers. Grand fessier, évidemment. Forcément, puisque... Extenseur de hanche. Grand adducteur, hein. Ça c'est... Je sais pas, je m'étais fait une petite élongation, un petit truc, je sais plus à un moment. Ouais, tu sens, j'ai tout de suite compris que le grand adducteur... Attention à l'étirement un peu. Plus t'es en bas du squat, plus ils sont actifs. Ils t'aident, c'est vraiment le grand adducteur pour le coup, c'est vraiment ce qui te sort du rôle. Ouais, si par-dessus tu mets un peu de rotation interne de hanche là. Ça par rapport au ça, tu vois, ça, si on parle un peu de bioméca, pour les gens qui savent pas, mais c'est vrai que tu vois, on dit toujours ah ouais ton squat il est pas beau, t'as les genoux qui rentrent un peu vers l'intérieur quand tu remontes. Bah ça c'est une adduction en fait de la hanche. C'est pas toujours une rotation interne d'ailleurs. Et le grand adducteur c'est un muscle qui est quand même pas très bien connu je trouve, qui est pourtant, on dit que c'est le quatrième ischio-jambier. C'est le quatrième ischio parce qu'il est extenseur de hanche comme les ischios, mais il est quand même vachement plus volumineux. Et il fait l'adduction de la hanche aussi, hein, il s'appelle pas grand adducteur pour rien. Donc du coup il emmène les genoux l'un vers l'autre quand tu remontes. De toute façon ça au meilleur niveau, que ce soit powerlifting, streetlifting, haltéro, au niveau olympique, tu vois les genoux qui rentrent sur la remontée du squat. Donc ça n'a rien de problématique, surtout si t'as les bons prérequis, tu vois, que t'as une bonne pronation de pied et tout, en fait t'es dans un torque interne global sur la face concentrique. Et quadriceps évidemment, après bon... Oui, ils sont importants. Après c'est peut-être moins sollicité que si t'es sur un front squat. Ça, forcément. Mais donc ça c'est important. Muscle up, je te laisse en parler peut-être un peu toi, en plus avec la grimpe. Ouais, ils font que ça en entraînement, les grimpeurs. Ça... Ouais, quoique sur les jetés, un peu, t'as un peu le même pattern. Ah, et puis quand tu fais du pendulish quand même, bon, c'est pas du muscle up bien sûr, mais ça reste quand même de la grosse traction explosive où tu vas chercher haut. Ah bah non, mais c'est sûr qu'ils vont chercher les mêmes taux de développement de la force que sur un muscle up. Après, ils n'entraînent pas spécifiquement ils s'en foutent sur une barre et tout, mais... Sur un muscle up, mais il y a des grimpeurs qui font des muscle up à un bras, donc sans spécifiquement les travailler, donc c'est qu'il y a quand même peut-être un transfert des trucs, mais au final, ça va rester un petit peu le... Enfin, je dirais pas que c'est un pattern qui est combiné entre traction et dips, mais pas loin au final. Il y a juste le passage au niveau de la barre qui va changer. Donc c'est une traction explosive sur le plan sagittal, puisque t'as mis dips barre droite. Oui, en gros dips à partir de la barre qui est la barre de traction au final. Ouais. C'est un peu... Non, mais juste pour dire que c'est différent forcément d'un dips... Ouais. Enfin l'autre mouvement quoi. Donc ouais, ça va être exactement la même chose pour le coup en termes de muscles impliqués. Ça va être une combinaison des muscles au niveau de la traction et des dips.
Après, la particularité, c'est qu'évidemment, il y a une grosse demande de vitesse parce que faut créer assez d'inertie pour être capable de passer au-dessus de la barre. Donc, faut déjà avoir une bonne réserve de force et une capacité à produire rapidement de la force. Donc, ça, c'est la particularité du muscle up. Après, évidemment, il va y avoir des transferts entre voilà, les tractions puis les dips, mais il y a un gros facteur technique quand même. Ouais. Et puis, Là, on parle pas ça de technique dans ce podcast, vraiment, c'est pas le but. Ouais, non, c'est sûr, ouais. Après, ouais, c'est. On considère qu'on sait faire le mouvement. Oui, oui, c'est ça. Parce que, bon, après, il y a quand même des prérequis à avoir dans les deux mouvements pour réussir un muscle-up assez clean, je pense. Ah, mais ça, c'est pareil, c'est vrai que pour ceux. Après, on va peut-être y rentrer un peu plus en détail, mais le muscle-up, pour le coup, c'est discriminant. Dans le sens où. Ça dépend qui on est, toujours pareil, mais quelqu'un qui débute en streetlifting, il pourra faire des dips et tractions du squat, mais pas le muscle-up. Moi, tu vois, d'ailleurs, de toute façon, je peux pas avec ma barre, là, je suis limité par le plafond et tout. Je vais m'acheter une barre d'extérieur pour le faire, mais je sais même pas si je saurais. Enfin, je pense que si, je pense que j'y arrive. Mais très souvent, quand même. Je fais quand même des 30-35 kilos sans problème. En fait, c'est que je pense que dès que t'as quand même. T'y arrives, toi? Bah oui. Oui, tu rigoles ou quoi? Strict. Muscle-up strict sans problème. Ah, peut-être pas strict, je pense que là, les. Bah, ça compte pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ça compte pas. Mais en fait, je pense que quand t'as une fois appris le mouvement et que c'est quand même assez bien ancré, c'est une coordination que tu gardes un petit peu quand même. Et une fois que t'as une base de force sur les tractions, en vrai, ça suffit, tu vois. Parce que c'est pas la phase de dips qui est la plus compliquée sur un muscle-up, tu vois. Ah bah non, c'est pas le facteur limitant. C'est pas du tout le facteur limitant. Donc au final, quand t'as une grosse traction de bras, bah, de toute façon, et que t'as la coordination qui est assez bonne sur le muscle-up, tu prends le record du monde là alors, je sais pas si c'est vraiment le vrai record, mais en tout cas, je crois en officiel, en compète, c'était 50 kg, je sais plus comment il s'appelait, il devait faire 84 kg de poids de corps, un truc comme ça, qui a fait 50 kg muscle-up. À côté, il devait avoir un dips à 160. Je veux dire, t'arrives en haut de la barre, clac. Enfin, il y a zéro effort, tu vois. Mais forcément, c'est surtout, est-ce que t'arrives là, quoi. Ouais. Si t'arrives pas à passer la barre, c'est ça le facteur limitant sur le muscle-up. Le dips, pour le coup, il est un peu inexistant. Ouais, donc hyper important d'avoir aussi une grosse base de force sur les tractions. Après, l'avantage, c'est qu'une fois que la coordination elle est assez apprise, et petite note par rapport à ça, mais une coordination, c'est charge spécifique aussi. C'est-à-dire que tu peux être très bon sur un muscle-up à poids de corps, mais un muscle-up avec 10 kg, 15 kg, 20 kg, c'est un autre mouvement en fait. Au même titre que le squat, au même titre que. Peut-être un peu moins pour les tractions, mais dans tous les cas, dès que tu te rapproches de tes max, ça n'a plus rien à voir la coordination. Du coup, ça c'est important à prendre en compte, c'est que des fois le travail technique c'est aussi un travail à très haute intensité, et il faut s'exposer à la haute intensité, aux hautes charges pour être capable d'avoir des coordinations qui sont représentatives. Surtout dans ces sports-là, ouais, c'est sûr. Donc c'est bien de faire des clusters et tout, mais c'est vrai que tu vois, quand tu fais des EMOM, des clusters, des machins, en fait, au final, il y a des charges vraiment lourdes auxquelles tu n'accèdes pas, et auxquelles tu t'exposes pas spécifiquement. Et tu sais, les 90% de 1 RM et plus, on y reviendra après, mais peut-être, mais si, la coordination est vraiment charge spécifique, et pour le coup, c'est plus du tout le même mouvement. Moi qui ai fait de l'haltéro, là, maintenant que j'habite, j'ai plus trop, il n'y a pas de club autour de moi, mais donc c'est plus compliqué d'en faire, mais j'espère en refaire un jour. Mais quand je faisais des compètes d'haltéro, c'est vrai que tu te rends compte que si à l'entraînement tu fais des 70-80% de ARM sur des arrachés, des épaules jetés, ouais, c'est là, tu fais des reps et tout, mais dès que on te met au-dessus de 90%, c'est plus du tout le même mouvement, tu vois. Ah bah non, mais ça c'est sûr. Après, l'arraché épaules jetées, c'est aussi des trucs super techniques qui impliquent tout le corps. Mais je me doute bien que. Puis il y a une époque, le mieux que j'ai fait, je crois, je devais faire 3 muscle-up à 12 kg, strict. Je crois que c'est le mieux que j'ai fait. Mais il y a longtemps, il y a très longtemps. J'en faisais 10 strict au poids de corps. C'était mon record. Mais aujourd'hui, j'en fais plus. J'ai pas le matos, mais. Je pense pour en avoir 10 kg, mais pas au plus. Toi, tu tractes un peu en mode bah les couilles, toi. Toi, t'es en mode du moment que j'ai le manteau dessus de la barre. Alors là, moi, il faut savoir que les critères de technique. Et là, j'espère qu'on va avoir plein de commentaires, mais c'est un truc dont je me fous. Non, en fait, je me fiche pas, mais ça, pareil, c'est que. Après, t'es un grimpeur, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que des fois, la spécificité, c'est pas d'avoir la technique optimale. Alors, oui, dans le strict lifting, ça fait partie des critères et c'est réglementaire, en fait, d'avoir une bonne technique. Donc, t'as tout intérêt à t'exposer à la bonne technique. Mais en grimpe. Ouais, puis c'est chaotique. Et puis vu que t'es évalué sur ce mouvement-là, à un moment, il faut aussi qu'ils mettent des critères pour que tout le monde fasse la même chose.
et que tu vois, il y a des erreurs qui soient. Où tu sais tout de suite là où il y a une erreur. Si c'est pas réglementé, c'est ça qui est plus problématique. Et puis de toute façon, en escalade, t'es pas évalué sur l'attraction la plus lourde que tu fais. Non, c'est ça. Donc après, voilà, le but est de soulever lourd. Puis toi, en escalade, quand tu tractes, t'es sur des prises et puis tes jambes sont dans des positions différentes. Tout est un peu chaotique. Donc après, oui. Bon, voilà, c'est bien des fois de standardiser, mais de toute façon, je pense que dès que tu arrives sur des intensités qui sont assez élevées, tu as forcément une compensation qui va arriver, tu vois. C'est obligatoire, tu peux avoir un torque au niveau des coudes, il y en a qui vont dire c'est pas bien et tout. Ah, mais le moindre détail pose problème après. Ouais, donc après, je pense que ça fait aussi partie du truc de s'exposer à des espèces de compensation naturelle, et puis voilà, quoi. Je suis pas blessé, donc je vais pas changer d'air. Tu l'as lourd, toi, quand même. Du coup, maintenant qu'on a analysé un petit peu tout ça, le muscle up, du coup, on a vu que le tirage c'était le facteur limitant là-dessus, que ça demande de la puissance et de l'explosivité pour le coup, plus que de la force max. Et du coup, pour revenir sur ces qualités-là, des choses que je vois en détail dans Power Pro d'ailleurs, lien dans la description. Lien dans la description. Pour ceux qui veulent accéder à mon module offert sur la périodisation et la planif. Mais ouais, globalement, c'est un sport de force max. Donc, qui dit force max dit force à vitesse basse. Donc, moi, c'est vrai que je dois saouler les gens avec ça. Mais je remets tout le temps, tu sais, la relation force-vitesse. Je suis en mode, mais faut caractériser par rapport à ça, tu vois. Et moi, je pense tout le temps, je dis, ok, là, le but, ok, tu fais un 1RM sur ce mouvement. Donc, sur la relation force-vitesse, t'es là. Donc, grosse tension mécanique, vitesse basse concentrique. Voilà. Ça, c'est important de le comprendre parce que c'est vers ça que tu vas vouloir tendre et tu vas devoir t'entraîner proche de ça. Donc, si on met dips, squat, traction, on prend la relation force-vitesse, on mettra l'image, hein, mais on mettra un petit rond là, à peu près où tu te situes sur la courbe. Mais en gros, tu es à peu près là. Et donc, va falloir s'entraîner pour ça. Par contre, le muscle, pour le coup, tu es plus à droite et plus bas sur la courbe. Vu que tu génères plus de vitesse. T'es pas totalement à droite. Ah non, t'es pas à droite du tout. T'es pas tout à droite. Bah, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Ouais. T'es pas tout à droite. Même au poids de corps, t'es pas à droite. Je sais pas si. En vrai, il n'y a pas d'études là-dessus, je pense pas. Mais ça serait stylé de caractériser genre la relation force-vitesse sur le muscle-up, tu vois. Si, alors il y a. En escalade, il y a dit. Relation force-vitesse puissance. Le Vernier, qui a fait une thèse sur l'escalade et il a fait un test spécifique. C'est le Power Slap. En gros, ils partent d'une grosse prise. C'est pas un muscle up, mais c'est tout comme un peu. Et du coup, tu pars en strict et explosivité et tu vas frapper avec la main le plus haut possible. Et du coup, après, ils avaient. Tu fais une traction haute jusqu'au nombril. Ouais, c'est ça. Et après, exactement. Et après, ils avaient accéléro et ils ont retracé la relation force-vitesse. Et du coup, mais il me semble que c'était dans un setting pour faire du testing. Donc c'était pour vraiment déterminer, je pense qu'ils ont fait de l'incrémental avec des charges et ils ont observé la relation force-vitesse comme ça. Mais du coup ça a déjà été fait, je pense. Mais le mouvement, ouais, bah après c'est sur du poids de corps, forcément. Ouais, c'était sur du poids de corps. Mais ça m'intéresserait bien de voir. Faudrait que je ressorte. Mais ça, pour ça, le Vernier, du coup, faudrait une étude où tu prends plein de gens qui font leur max au muscle up lesté et tu fais leur relation force-vitesse. Enfin non, du coup tu fais à plusieurs charges incrémentales sur leur muscle up. Ça se fait facile avec un accéléro. Mais je voudrais bien voir un Vitrube, où se situe un 1RM muscle up sur la relation force-vitesse puissance, tu vois. Est-ce que t'es à Pmax ou proche? Un RM? Ouais. Ah, muscle up, tu veux dire? Ouais. Ah non, pour moi, je pense que t'es en puissance vitesse? Genre t'es sur puissance force? Ah oui, puissance force. Mais après, ils sont rapides, mais ils sont pas non plus. Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué de. Et puis je me rends pas compte trop des. Faudrait mettre un accéléromètre, j'en sais rien, mais les vitesses en mètres par seconde, tout ça. Ouais. Oui, après, à quoi ça ressemble comparativement à d'autres mouvements? Tu fais de l'incrémental, après c'est pas très compliqué en termes de test, hein, mais tu augmentes la charge. Ce serait stylé de faire ça. Tu augmentes la force du coup au final, et après tu regardes la vitesse, donc t'as la puissance, puis après tu traces la courbe flat. C'est con qu'il n'y ait pas de. Ouais, faudrait qu'il y ait plus de choses. Parce que du coup, en termes d'analyse, du coup, c'est mieux derrière. Parce que si tu dis, ok, on est là en moyenne, statistiquement, sur plein de gens et tout, on sait que c'est un mouvement, c'est de la puissance force à peu près à tel endroit. Après, ça va varier en fonction des gens, je me dis. Ouais. Mais bon, après, il n'y a pas forcément besoin de ça, on le comprend. Mais c'est pas de la force max, c'est sûr que c'est pas.
proche du Non, bah non, millimètre. c'est sûr. Bah déjà, mais même en termes de... Si tu regardais la comparaison entre ce qu'ils sont capables de tirer sur une traction, sur leur mouvement, Ouais. et comparativement en termes de pourcentage par rapport à Smax, ce qu'ils sont capables de tirer en muscle-up, tu verras un écart de, je sais pas combien, mais il y a bien 40% quand même. 50% même. On va 50 largement parce que 50%. bah, Donc ça veut dire qu'ils sont... je prends encore de ce que je vois, mais je sais que ça tracte des 100, 105 kilos et les muscle-up ils sont entre 40 et 45. 105 kilos. Ouais. Bah, je sais que Aubin, lui, il a plus de 100. Il a 100 et il a un muscle-up à 45. Bon, je pense qu'il va nous lâcher un muscle-up à 50 bientôt. Mais ouais, il y a un plus de 50% Mais du de coup, ça veut dire différentiel. qu'il y a 50%. Enfin, 50% non, parce que si on prend poids de corps plus charge, admettons tu pèses Ouais. 72 kilos et que t'as 50 vrai. kilos ou t'as 100 kilos de laisse, du coup ça fait 172. Mais si tu retires au muscle-up, tu tires 45, 72, 45. Non, il n'y a pas 50% de moins si tu prends sur 172, tu vois, poids de corps Ouais. plus laisse. Si tu prends l'ensemble, il n'y a pas. Ouais, non, il doit y avoir 30 ou 40% de différence. Donc, à mon avis, ils sont... Bon, après, c'est vraiment des estimations. Ouais, non, C'est mais de la vraiment. mauvaise science parce que Ouais, ouais. après, le C'est pas la muscle-up, science qu'on fait. tu dois passer au-dessus et tout, donc le mouvement il est quand même différent. Mais du coup, on est quand même sur quelque chose qui est de la puissance-force, puisque la puissance, Ouais, puissance, ah oui, non, mais clairement. Après, tu sais, ça me fait penser aussi, je fais le parallèle un peu avec l'haltéro, mais tu vois, c'est un peu comme. Il y a des gens qui sont tellement. Là, tu vas être facteur limitant technique aussi, mais dans le sens où. Peut-être moins qu'en haltéro. Mais je sais qu'en haltéro, par exemple, si t'es limité en force par ton squat, mais que t'as une super technique, ton épaulé, par exemple, il va être très proche de ton. Il peut être très proche de ton max au front squat. Mm. Tu seras pas beaucoup plus fort sur juste un squat normal, mais tu vas l'épauler quand même, parce que tu es super bon techniquement. Là, je pense que il doit y avoir un truc un peu commun aussi, comme ça, où t'en as qui vont réussir à faire un muscle-up à un pourcentage plus élevé de leur traction que d'autres. Oui, oui. Après, peut-être que c'est aussi la traction qui est pas assez bonne. Ouais, et puis Euh, après, c'est aussi le. Je pense qu'il y a des profils aussi sur les capacités à produire de la force, enfin, à produire de la vitesse, produire de la force à vitesse lente et à vitesse élevée, tu vois. Peut-être la typologie, peut-être les coordinations. Il y en a, ils ont plus de facilité à faire beaucoup d'output sur des vitesses élevées que inversement, tu vois. Voilà, donc Donc, d'où après l'évaluation de l'athlète et puis orienté un peu sur la prépa physique. Je sais qu'il y a vraiment des profils différents. Même tu vois au sein de l'attraction, moi par exemple, j'ai vraiment du mal à lock en haut. Je travaille spécifiquement avec des t'as trop de tempos en biceps haut. aussi. Non, non, non. Non, T'as le mec qui peut plus fermer le bras. non, 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 non. Mais en vrai, c'est un mythe, tu vois. Genre en mode, Non. ouais, je peux plus fermer le bras, j'ai trop de biceps. T'en as, ils ont 2 fois plus de biceps que moi, je pense. Et t'inquiète qu'ils y arrivent bien. Mais en vrai, c'est juste que tu manques de flexion de coude, tu vois. Ouais. Mais en vrai, non, mais c'est juste, je suis pas fort en haut. Et tu prends Aubin, je crois que lui, c'est le contraire. Lui, il lock de fou, mais il a super du mal sur le départ. Moi, le départ, il est facile, mais le haut, j'ai du mal, tu vois. Ouais, t'as l'angle. Donc après ça, suivant les gens, ça va être, tu vas plus s'en chier au début ou à la fin. Donc après, tu peux mettre en place des exercices spécifiques pour passer plus de temps sous une grosse tension à certaines amplitudes pour te renforcer dessus. Mais voilà, mais après, voilà, au sein même des mouvements, il y aura des différences entre les gens. Donc tout ça, c'est à évaluer. C'est l'œil du coach, hein, évidemment, à toujours voir un petit peu où sont les faiblesses. J'ai noté des trucs, on va rentrer un petit peu plus dans des choses pratiques maintenant. Mais ouais, l'idée, vu que c'est un sport essentiellement de force max, donc force à vitesse basse, et là ça fait le parallèle avec ce que je vois en détail dans Power Pro, mais ça va nécessiter d'induire les bonnes adaptations qui sont physiologiques, qui sont liées à la force à vitesse basse. Donc évidemment, on dit oui, il faut s'entraîner de façon spécifique, donc soulever lourd et machin. Ouais, mais pourquoi tu deviens plus fort quand tu soulèves lourd? Parce que tu augmentes l'activation musculaire, parce que tu augmentes t'as une partie d'hypertrophie aussi, et des fois dans les progs, il y a faut quand même être hypertrophié pour ce sport. Donc tu vas peut-être aussi des fois mettre un peu plus l'accent sur le gain d'hypertrophie, parce que l'hypertrophie ça fait quand même la force. Hein. Ils ont Au-delà tous d'un des certain. physiques, ils ont Tous des physiques de ouf. Hein. zinzin. On a beau dire oui, mais au-delà d'un certain seuil, l'hypertrophie, ça crée une inertie, et tu vois, et ça vaut plus le coup d'en avoir plus. Ouais, mais enfin. Ils ont tous des physiques de zinzin. Bon, ils ont en gros le physique le plus hypertrophié possible par rapport à leur Sec. poids de corps. Ouais. Puis derrière, du coup, faut être sec parce que la masse grasse, tu veux la dégager pour gagner du poids.
et avoir la compo corporelle la plus musclée possible. Enfin là, pour le coup, il n'y a pas à se poser la question sur l'hypertrophie, il en faut quand même. Après, tu t'entraînes pas comme un bodybuilder, bien sûr, mais c'est quand même important d'être... Puis ça vient avec, de toute façon. Quand tu soulèves lourd des dips, des tractions et tout, ça vient avec aussi en partie. Au-delà des exos accessoires. Transmission latérale de la force aussi, c'est une adaptation qui va être importante. La raideur tendineuse, tout ça, c'est des choses qui se développent. Mais encore une fois, bon, après, sans rentrer dans les détails, on pourra pas le faire dans ce podcast. Mais ça, moi, je l'ai vu j'en parle longuement dans la formation. Pour ceux que ça peut éventuellement intéresser. Mais il y a des modalités d'entraînement spécifiques pour induire certaines adaptations plutôt que d'autres. Donc ça aussi, c'est faisable. Sur le muscle up, on a vu, c'est le seul mouvement des 4 qui est un mouvement, on va dire, de puissance-force, explosivité, même si le RFD est un peu important dans tous les mouvements, mais surtout sur celui-là. Donc là, force plus à vitesse élevée, donc là on s'entraîne plus sur des charges modérées ou légères, et il faut vraiment faire de la vitesse élevée, tu vois. Après, il y aura un transfert, hein, tu es d'accord avec moi, je veux dire, c'est sûr. Je veux dire, même là, admettons, moi je fais jamais de muscle up, si demain je tracte 70 kg en plus de mon poids de corps, si je sais pas faire un muscle up, même en ayant une technique pourrie, tu vois, il y a un problème. Parce que, je veux dire, la traction au poids de corps sera tellement facile que du coup, tu peux mettre forcément beaucoup de vitesse dessus. Donc, outre les aspects techniques, tu vas nécessairement y arriver. Après, tu seras pas bon dessus, mais voilà. Du coup, ouais, j'ai noté, pour moi, il y a 2 approches. L'entraînement spécifique sur les mouvements et les mouvements accessoires qui renforcent les composants du mouvement, donc les muscles, j'ai mis les muscles moteurs dans le mouvement. C'est pour ça qu'on a détaillé un petit peu tout à l'heure, on disait ouais, le dips, triceps, deltoïde antérieur, tout ça. Moi, à titre perso, c'est vrai que dans ma prog avec Aubin, des fois je peux faire, tu vois, j'ai une machine là-haut de développer, je peux faire des développés sur machine bien stable. Il y en a qui vont dire oui, c'est une machine, ça n'a rien à voir et tout, mais machine bien stable, donc grosse production de force, pas limité par la stabilité, et tu prends une prise neutre qui refait penser au dips, et au final, bon, bah, tu vas renforcer, même si tu as du pec, tu vas faire aussi du deltoïde antérieur et du triceps. Tu peux imaginer plein de trucs, on fait du travail spécifique, triceps, extension du coude, on peut faire vraiment des élévations pour les deltos, enfin, tu peux aller renforcer spécifiquement certains muscles, même si les mouvements n'ont rien à voir, dans les séances en mouvements accessoires. Après, il y a plein de choses à faire en vrai. Il y a plein de choses à faire. Ouais, après, moi, je suis assez curieux. Je trouve que vous faites pas beaucoup de mouvements unilatéraux aussi. Si, j'aime pas, mais. Pour les jambes, n'aime pas, mais après, pour le haut du corps, vous en faites pas. Si, pour le haut du corps, bah, par exemple, je sais que Robin il m'avait mis, des fois je le respecte pas toujours, mais il m'a mis des élévations frontales, typiquement pour les un bras par un bras, quoi, tu vois. Tu fais tes séries bras gauche, après tu fais bras droit, tu vois. Parce que tu vois, pour le street, après, moi, j'ai un peu la lentille escalade, tu vois, mais je sais que, par exemple, les athlètes en escalade sont très très peu exposés aux tractions de bras et même aux muscle up. Ils font beaucoup de travail unilatéral, enfin, ils vont faire beaucoup de travail unilatéral à un bras, même sur les amplitudes, fin d'amplitude, plan sagittal, etc. Et ils sont monstrueux sur les tractions et sur les muscles. Mais ça m'étonne pas parce que. Mais je vois très peu de personnes, après je suis pas dans le milieu encore une fois, et si je vois quelques athlètes quand même qui travaillent à un bras, tu vois, mais pas des masses. Et après en termes de tension que tu peux développer quand même à un bras, c'est ça. Enfin, je pense qu'il faudra en faire plus. Parce qu'encore une fois, il y a cette notion de déficit, tu sais, le déficit bilatéral de force. Oui, ça c'est sûr. Comme quoi, en fait, alors ça, j'avais creusé un peu le sujet, mais en gros, quand tu es sur un mouvement bilatéral, tu sais, forcément, dans le cerveau, tu envoies une intention, donc tu envoies des potentiels d'action, tout ça, qui vont recruter certaines unités motrices et tout, mais en parallèle, en fonction de la perception, enfin, les mouvements bilatéraux ont une plus grande perception de l'effort. Du coup, ton cerveau, il va, en parallèle, vu que la perception de l'effort est plus importante, il va diminuer le recrutement des unités motrices. Disons que tu n'auras jamais le même niveau de recrutement des unités motrices sur un mouvement bilatéral que sur un mouvement unilatéral, tu vois. Sur une traction à 2 bras, tu ne pourras pas aller chercher toutes les unités motrices que tu pourras avoir sur un bras. Parce que, par exemple, je sais pas, tu fais... T'as une traction, le mouvement en bas ça passe, ou alors le mouvement en bas ça passe pas, enfin bref, tu chopes l'angulation ou quoi spécifique. Je sais qu'en grimpe,
Ils font énormément de travail à charge très élevée, et même en ISO sur des angulations spécifiques, lestés à un bras, je sais pas, à 90 degrés de flexion du coude, tu vois. Mais genre là tu maximises le développement de la force sur une angulation qui est spécifique à intensité qui est maximale, tu vois. Et je me dis, ouais, enfin, le transfert peut que être bon, tu vois. Je pense que ouais, il faudrait en faire plus. Il faudra en faire plus de travail unilatéral parce que voilà, déficit bilatéral de force. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, si tu prends un truc très simple, tu prends un mouvement bilatéral, admettons, sans exemple précis, un mouvement à deux bras, tu arrives à soulever 100 kg. Bon, bah à un bras, la somme de chaque bras, individuellement, tu vas pas soulever 50 et 50. Tu arriveras toujours à faire un peu plus Ouais. en unilatéral. C'est ça le déficit bilatéral, c'est qu'il y a si tu prends bras gauche, tu vas peut-être soulever 55, bras droit 55. Donc c'est censé faire 110, mais dans les faits, si tu fais un truc à deux bras, tu soulèveras pas 110, tu soulèveras moins. Donc il y aura un déficit, il y aura quelque chose auquel tu n'arriveras pas à accéder sur un mouvement bilatéral. Et c'est vrai que du coup, en allant sur de l'unilatéral, tu peux, je pense, accéder à des unités motrices auxquelles tu n'as pas accès, vraiment celles des plus hauts seuils d'activation et tout. Et potentiellement induire des adaptations dans des tissus qu'autrement tu vas pas chercher. Et du coup, avec tout ce que ça induit, raideur tendineuse, transmission latérale de force, activation, amélioration de l'activation de la fréquence de décharge des fameuses unités motrices que tu n'auras pas été chercher à cause du déficit, et RFD, enfin tous ces trucs-là. Donc je pense, comme tu dis, c'est pas étonnant en fait, que le fait de taper des ISO de fou à un bras, intensité max ou en unilatéral, même chez les grimpeurs, et que ça se transfère de fou. Moi, j'ai déjà testé des grimpeurs qui avaient jamais fait de traction à un bras. Enfin, non, traction de deux bras, je veux dire. Et ouais, qui avaient eu de l'expérience dans l'escalade et même sur un peu de la traction à un bras, comme ça, pour rigoler. Et en testing traction de deux bras, mettent l'équivalent de leur poids de corps au baudrier, quoi. Donc, donc il y a peut-être un truc, quoi. Il y a peut-être. Il y a un truc, Ouais, c'est sûr. donc, Après, ça, moi je dirais plutôt dans les mouvements accessoires. Évidemment, là, si on parle de manière très concrète, moi de mon point de vue, évidemment, il faudrait commencer dans les séances, hein, concrètement. Souvent, ça commence par les mouvements de street lifting. Hein. Donc, après, tout dépend, encore une fois, le split qui a pu être utilisé. Moi, je sais que par exemple, je m'entraîne en upper-lower. Donc, j'ai des séances haut et des séances bas, forcément sur. Après, moi, je suis pas vraiment spécifique street lifting. Hein. Mais les séances haut, je vais avoir des dips, des tractions, après des mouvements accessoires. Et les séances bas, je vais évidemment avoir du squat. Et après, je peux avoir des mouvements de hinge autour des deadlifts ou autres. Et des mouvements accessoires. Mais ouais, en gros, ça va être ça. Tu vas admettons, tu as des dips, des tractions, tu vas commencer par ça. Et après, tu vas aller faire tes exos unilatéraux de tirage. Après, le truc, c'est que. Est-ce que tu peux aller aller chercher le même recrutement sur fatigue que tu l'aurais fait si t'étais frais? Parce que pour moi, je suis de l'extérieur. Je vais pas du tout. Non, tu peux pas. J'entraîne pas du tout le street lifting, mais moi, s'il y a un athlète, moi, je suis très partisan de très loin de l'échéance, tu martèles le facteur limitant. Et après, tu reviens sur la spécificité. Et vu qu'ils ont tellement fait l'apprentissage, que ce soit traction dips, machin, bilatéral et tout, et que muscle up aussi, moi, j'aurais attaqué le facteur limitant dès le début de la séance. C'est-à-dire que tu veux Faire, dire, entre guillemets, de l'accessoire, comme tu l'entends. admettons, tu ferais un tirage vertical, stable. Enfin, après, encore une fois, parce qu'il faut réfléchir. La sélection des exercices, à mon sens, doit se faire aussi. Il faut réfléchir aux facteurs de stabilité, tout ça, parce que ça va induire moins de fatigue. Tu vois, par exemple, un tirage vertical unilatéral en accessoire, avec une poignée ou un truc sur une poulie, un truc bien stable, c'est comme ça que perso je le verrais. Ce sera plus stable évidemment que si tu fais des fois dans des conditions où t'es un peu. Oui, non, mais ça c'est sûr. Du coup, tu généreras moins de fatigue, tu produiras plus de force, tu accéderas vraiment aux unités motrices, tu as un gros seuil d'activation. Enfin, tu vas vraiment aller activer vraiment toutes les unités motrices. Si tu le fais en premier, tu seras frais, donc ça va être bon. Tu vas adresser le facteur limitant, mais pour le coup, tu vas induire quand même une fatigue qui fait que derrière. Ah bah non, mais ça c'est sûr. Mais sur tes gros mouvements. C'est des compromis. C'est est-ce que à un moment de ta préparation, et je sais pas quand est-ce que les personnes se placent, mais est-ce que les gros mouvements polis sont toujours la priorité? Ou alors est-ce que tu peux les micro-doser et faire. Ça, en fonction des cycles. Peut-être, oui, voilà, faut faire des tests aussi, peut-être. Je pense pourquoi pas avoir des cycles. Après, souvent, il y a des profils, tu vois.
Il y a des profils, il y a toujours des profils. Il y en a qui sont super forts en traction, qui sont nuls en dips. Là, ils sont forts en dips, qui sont nuls en traction. Moi, typiquement, c'est ça. Je suis éclaté en traction à côté des dips. Non, c'est pile l'inverse. Ça, c'est pile l'inverse. Ah, c'est même moi en traction, mais. Bah après, les dips, t'en fais jamais, mec. C'est pour ça. Ah ouais, mais même. Tu vois, je pense que même si t'en fais jamais, il y a un niveau. Parce que tu vois, proportionnellement, le développé couché par exemple, bon, c'est des exercices qui sont différents. Mais je suis proportionnellement très très fort aux dips. J'ai même pas envie de donner mes perfs tellement c'est nul. C'est combien? Je sais pas, je dois avoir un max à 20 kilos, même pas. Non. Je te garantis. C'est pas possible. Je te jure. Bah après, Et alors qu'en traction, je pense que je peux tirer 50. Et je m'entraîne jamais. Et après, il doit y avoir de la morphologie, des leviers. Il y a plein de choses. Il y a des trucs, mais je suis nul à au développé couché. Par contre, je suis bon. Proportionnellement, tu vois, je peux faire 100 kilos, alors que je suis pas très lourd. Mais je sais pas ce qui se passe. Les dips ne m'aiment pas. Mais après, voilà, il y a de l'exposition aussi. Après là, si on part, c'est vrai que la technique dans aussi, l'analyse, oui, il y a évidemment de la technique, il y a l'exposition aussi, parce que de base, t'en fais jamais. C'est sûr que si là, t'en fais quelques semaines, déjà, tu progresserais, mais c'est vrai qu'il y a un gros écart entre ton max au dips et ton développé couché. C'est sûr que là, pour le coup, t'es pas avantagé. Après, il doit y avoir un aspect anatomie aussi. Après, je mets pas tout sur la morpho-anatomie non plus. Non plus, évidemment. Parce que bon. Mais bon, les tractions, après, t'en as bouffé dans ta vie, toi aussi. Oui, j'en ai beaucoup, mais. Et puis les dips, beaucoup moins pour. Après, t'as un acquis, tu vois. À un moment donné. Ouais. Donc, t'as un acquis où même si tu t'entraînes plus, tu maintiendras toujours. Oui, parce qu'au final, 50 kilos. Enfin, ça c'est bien, mais c'est pas non plus. Mais ouais, moi c'est l'inverse de toi pour le coup. Je suis moins bon en traction et. Par contre, les dips, je suis vraiment en avance. Mais déjà, tu vois, prendre ça en compte aussi, je pense, moi, si j'avais quelqu'un à préparer là-dessus en streetlifting, s'il est super fort en dips et éclaté en traction, bah, forcément, tu vas mettre plus le focus sur la traction. Pourquoi pas faire des compromis, comme tu dis, éventuellement mettre des fois des exos, ça dépend des approches, tout le monde sera peut-être pas d'accord. Mais peut-être l'exo unilatéral qui va te permettre, sans être en fond de fatigue, d'accéder vraiment à ce à quoi tu n'as pas accès et travailler ça à fond dès le début. Admettons, tu fais un tirage vertical poulie, ensuite tu enchaînes sur tes dips où de base tu es déjà fort, donc voilà, et tu refais ensuite une traction. Ça, pareil, moi j'ai tendance, c'est vrai que dans les séances, j'aime bien alterner poussée et tirage. Parce que tu vois, un exo sur deux, ça te laisse le temps de récupérer. Par exemple, je vais pas enchaîner un tirage vertical poulie et tout de suite derrière les tractions. Tu mets une poussée, tu mets un dips ou tu mets un truc entre deux exos. Comme ça, quelque part, ça te laisse le temps de récupérer un peu sur les dorsaux et tout. Ouais, si tu manques sur les tractions, oui, tu peux faire comme ça. Après, il y a le squat aussi, sur les séances bas du corps. Bon, bah ça, hein, c'est assez spécifique. Hein. Ouais, c'est assez spécifique. Là, je pense qu'il y a moins besoin de. Faut bouffer du squat. Hein. Mais alors, souvent, il peut y avoir des angulations spécifiques. Tu vois, tu peux avoir Après, il y a des passages. Mais bon, tu vois, si je sais pas si tu as l'habitude à une angulation très spécifique d'avoir un point où tu n'arrives plus à aller au-dessus. Tu vois, c'est du point, ouais. Voilà. Tu peux travailler plus spécifiquement, mais globalement, l'entraînement, en fait, ça tourne autour des mouvements principaux avec des variantes, genre des tempos excentriques, des pauses en bas, en bas de mouvement, des pauses au milieu de mouvement, tu vois, genre traction, pause en haut, dead stop, pause au milieu. Enfin, il peut y avoir plein de variantes en fonction des cycles, en fonction de plein de choses. Encore après, là, c'est pas le but de ce podcast, mais ça induit des notions de périodisation, de planif et tout. Mais des variantes autour des mouvements principaux pour éventuellement aller chercher les points faibles sur ces mouvements-là. Et après, autour de ça, des mouvements accessoires qui vont adresser les facteurs limitants. Moi, c'est vrai que je prends un exemple très concret et chacun l'adaptera comme il veut. Mais moi, vu que j'ai du mal à lock en haut des tractions, par exemple, je vais être moins bon sur brachio-radial, brachial, tout ça en fin de traction, quand les coudes sont bien fléchis et là où ils sont vraiment très recrutés. Du coup, je peux avoir du curl pronation avec barre ou halter et curl pronation où je vais vraiment aller chercher ou renforcer spécifiquement ces muscles-là et du coup, en parallèle, des tractions avec tempo, menton au-dessus de la barre, tu vois, pour vraiment adresser ces facteurs limitants-là. Et puis, de temps en temps, tu vas aussi faire de la spécificité, hein, tu vas faire du très lourd sur le mouvement normal. Ouais, il y a montant, ça va expliquer. Il y a plein de choses à faire. Après, là, évidemment, on peut pas tout dire, mais je pense que ça donne déjà un
un bon aperçu un peu de l'analyse et derrière ce qu'on peut faire par rapport à cette analyse. Maintenant, on ne peut pas donner les clés de comment faire un plan et tout, ça dépendra de chaque athlète. Ouais, du volume, de chaque profil, de l'expérience, comme tu dis, du niveau d'entraînement, de la capacité l'entraînabilité, de la capacité à récupérer. Tout ça, c'est des choses dont il faut tenir compte. Et voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur le strict lifting. N'hésitez pas à nous dire ce que... Attention, j'ai fait tourner mon truc. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de cet épisode dans les commentaires et éventuellement aussi à nous dire le prochain sport que vous voudriez voir. Ouais. Pour l'instant, je sais pas, mais on est très attentif aux commentaires, aux feedbacks. On les lit tous. On lit tout, ouais. On répond pas forcément, mais on lit tout. Et puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire ce sport-là. Donc n'hésitez pas à dire un peu ce que vous en avez pensé, ce que vous voudriez voir à l'avenir, parce que vous avez un impact. C'est pas en mode non, j'ai la flemme d'écrire un commentaire et ça aura qu'un impact, pas du tout. On est vraiment attentif là-dessus. Donc abonnez-vous. Mettez un like. Mettez un petit like et on se retrouve dans le prochain épisode du podcast.